cette journée mondiale de l'océan. Vous avez reconnu la musique du Grand Bleu derrière moi. Ça met l'ambiance. 2 grands témoins, 2 experts ce matin pour tenter de prendre la mesure de la crise océanique, car des 3 grands maux planétaires, le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, il faut bien le dire, les océans supportent une grande partie de ce fardeau. Bonjour Jacques Rougerie. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes architecte, vous êtes océanographe, académicien, fondateur de la fondation qui porte votre nom, Jacques Rougerie. Entre autres actions, vous expérimentez depuis plus de 30 ans des maisons sous-marines, des vaisseaux qui pourraient permettre aussi de séjourner plusieurs semaines sur les mers. Vous allez nous raconter ça. Mais nous avons aussi la chance d'avoir Maude Fontenoy à nos côtés. Bonjour Maude, ambassadrice pour l'éducation à la mer auprès du ministère de l'Éducation nationale. Les océans, vous les avez traversés à la rame, faut-il le rappeler. L'Atlantique en 2003, le Pacifique Sud ensuite, puis le tour de l'hémisphère sud. Ça fait 20 ans maintenant pratiquement, Maude. Vous les avez vus changer, les océans, depuis ? C'est certain que si on aborde le côté négatif, on voit forcément les océans changer, la pollution s'accentuer. Quand on est comme Jacques, on est des grands amoureux de l'océan. Donc on les a parcourus en long et en large. Et c'est vrai que quand tu es à la rame, à 20 cm de la surface de l'eau, que tu traverses un océan et tu croises une nappe d'hydrocarbures, des objets flottants, de la pollution, que tu sais ensuite, parce que tu t'es un peu renseigné avec les scientifiques, moi au sein de ma fondation, je fais ça depuis 15 ans, tu as 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer chaque année, parce que tu as 60% des plus grandes villes du monde qui n'ont pas de station d'épuration. Donc là, c'est un véritable drame, mais qui revient dans nos assiettes. C'est ça que j'essaie toujours de faire comprendre, c'est que ça nous paraît toujours très loin. On a l'impression que ceux qui sont ici autour de cette table viennent vous parler de la beauté des baleines et des dauphins. On les adore. Néanmoins, il faudra savoir que tout ça, c'est des solutions pour nous. Quand on dégrade la nature, on dégrade dans le même temps toutes les solutions pour notre futur. Et là, en l'occurrence, sur la pollution, on mangerait aujourd'hui 5 grammes de plastique par semaine et par personne, l'équivalent d'une carte bleue de plastique, parce que tous ces nanoparticules de plastique ont intégré complètement la chaîne alimentaire, le cycle de l'eau, et que ça revient dans ton assiette de sushi. Donc c'est pas très loin de nous. Partout, on est concerné par l'avenir des océans et par leur bonne santé. Alors ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Alors ça pose aussi une vaste question, Jacques Rougerie. Tous ceux qui ont vu ces grandes gyres, ces points de convergence de ces océans de plastique dans l'océan vous le disent, mais c'est une œuvre titanesque. Est-ce qu'on peut nettoyer les océans, pensez-vous ? Est-ce que l'homme a suffisamment de ressources pour mener à bien cette tâche dont il est l'auteur ? Il faut bien le dire, Non, moi je pense qu'en effet, on est dans un moment très délicat, très difficile. Il faut prendre non seulement conscience, mais il faut agir. Le génie humain permet d'imaginer des engins de captation de ces déchets, mais ça se fera progressivement. Ça se fera pas du jour au lendemain. C'est tellement immense. Et puis, vous parlez de ces déchets en surface dont parlait aussi Maude, mais c'est les microparticules que vous avez dans l'ensemble de l'océan. J'aime bien cette notion de plastisphère qui dit bien ce que ça veut dire. À savoir que le plastique, c'est une couche uniforme sur toute la planète, y compris les océans. Mais je pense qu'on trouvera des systèmes de capteurs qui prennent ces microplastiques. Moi, je suis confiant, simplement je suis conscient, mais confiant. Oui. Voilà. Ça, vous partagez ça. Va prendre 50 ans, peut-être 100 ans, mais par rapport à l'évolution de l'humanité, je pense qu'on est dans un moment délicat de rapport à la nature, mais j'ai confiance en l'homme. Je pense que l'homme, surtout les jeunes, on le voit à l'heure actuelle, Maude est bien placé avec sa fondation, les jeunes ont envie de trouver des solutions. C'est comme la problématique de la montée du niveau des océans. C'est dramatique ce qui est en train de se passer, surtout pour les peuples iliens. Mais on va trouver des solutions. C'est le sens de ma fondation, des recherches que nous faisons avec les architectes au niveau international. Vous partagez, vous, cet optimisme, Maude Fontenoy, avec Jacques Rougerie. Et d'ailleurs, nous avions Romain Troublé tout à l'heure de la fondation Tara Océan. Lui aussi est inquiet mais optimiste. Il pense qu'on va y arriver. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Maude Fontenoy ? Non, alors c'est vrai que parler que du négatif, c'est un peu comme quand tu es devant les 40e rugissants, les 50e hurlants. Moi, j'ai connu ça. Je veux dire, tu as tendance quand même un petit peu à être un peu paralysé. Donc je pense qu'il faut forcément donner des clés, donner des solutions, donner de l'espoir et donner confiance. Moi, ce que j'aime bien, c'est tourner le problème au sens inverse, et c'est l'objet de mon dernier livre qui s'appelle Bleu, un océan de solutions, c'est de dire combien les océans sont un panel de solutions pour notre survie. Et donc, c'est presque par égoïsme qu'il faut préserver les océans. Parce que plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire, c'est grâce aux océans, parce que c'est eux qui régulent le climat, parce que c'est 22 000 médicaments. Vous avez fait un très beau sujet sur Europe 1, sur la pharmacie de demain que représentent les océans, mais c'est extraordinaire. On est tous les deux fascinés par la
baleine, l'œil de la baleine que tu as mis sur les bateaux du Ponant, extraordinaire, mais également le cœur de la baleine, hein, qui a inspiré les pacemakers de demain, qui peut absorber à chaque fois 6 baignoire de sang avec un rythme très lent et qui a inspiré les pacemakers parce qu'il a un réseau de nanofibrilles très spécifique qui capte l'électricité qui est fabriquée par le corps et il fonctionne comme ça sans pile. Donc on pourra inventer un pacemaker sans pile. Vous dites que le requin porte en lui peut-être une solution contre le cancer aussi. Exactement, c'est-à-dire que le requin, c'est à chaque fois c'est pareil, tu peux regarder le problème comme ça, tu te dis d'un côté tu as 120 millions de requins qui sont tués uniquement pour leurs ailerons, dans l'indifférence absolue pour faire des soupes d'ailerons de requin, et de l'autre côté tu as une start-up qui a inventé un procédé en s'inspirant de la peau du requin qui a une structure alvéolaire très particulière qu'empêche l'adhérence des bactéries. Et donc ainsi, ils ont créé un revêtement pour recouvrir l'intérieur de nos hôpitaux, empêcher donc la prolifération des maladies nosocomiales. Ah oui, non, pas du cancer, pardon, des maladies nosocomiales. Voilà, mais qui font quand même, ça touche environ 45 000 personnes en France, près de 4 000 morts. Ah oui, je veux dire, c'est une vraie révolution. Mais tu as aussi, que tu connais également, Jacques, le ver arinicole, ce petit ver de sable qui est fascinant. Parce que tu te balades sur tes plages, tu vois des petits crottillons là, qui se font sur le sable, un petit amas de sable, et puis en dessous, tu as un petit verre de sable. Mine de rien, comme ça, eh bien lui, en fait, il a une hémoglobine qui est 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Mais les recherches se font à Roscoff. Extraordinaire. Elle est transmissible à l'ensemble des groupes sanguins, donc à chacun d'entre nous ici, et elle est lyophilisable. Quand on sait qu'une poche de sang, au bout de 3 semaines, tu es forcé de l'acheter, là, tu vas avoir un sang en poudre qu'on va pouvoir réhydrater, envoyer sur des lieux de conflit. C'est une révolution. Et ça, c'est sous nos pieds. Donc quand tu dégrades cet environnement-là, tu dégrades dans le même temps des solutions révolutionnaires. C'est le biomimétisme. Voilà. C'est cher à Léonard de Vinci qui disait à ses élèves, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur, on est en plein dedans. Alors je rappelle, Jacques Rougerie, d'ailleurs, que vous êtes architecte et vous vous inscrivez dans ce mouvement de l'architecture qui vise à s'inspirer de la nature, ce mouvement de biomimétisme. Alors vous allez loin puisque quand on parle d'architecture, vous avez conçu tout au long de votre carrière des habitats sous-marins, des laboratoires sous-marins, des centres de la mer, des vaisseaux à coque transparente. Vous vous êtes lancé il y a 8 ans de cela, alors j'aimerais que vous nous en parliez, d'un projet au long cours, compliqué, il faut bien le dire, qui s'appelle Sea Orbiter. Alors ça, c'est un projet de bateau vertical d'exploration, notamment de l'océan Arctique, autour du pôle Sud. Non, pas du tout autour du pôle Sud, c'est Jean-Louis Etienne. Non, mais je confonds. Polar, oui, c'est Polar Pod, oui. Voilà, mais qui est un très très beau projet, extrêmement intéressant. Non, Sea Orbiter, c'est un peu la synthèse, comme vous venez de le dire, de tout mon parcours de 30 ans de vécu sous la mer, puisque j'ai participé au record du monde. J'ai vécu plusieurs fois, plusieurs jours, même de longue durée sous la mer. Et donc, je peux même vous dire, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, de vivre sous la mer. Vous vous rendez compte de dormir sous la mer, de se réveiller environné de tous ces animaux qui vous observent à travers les hublots, de pouvoir sortir. Vous avez une conception de la vie sous-marine qui est assez éloignée de celle du sous-marin, sans fenêtre. Vous voulez voir ce qui se passe sous l'eau. L'avantage, c'est que vous avez des baies vitrées qui vous permettent de voir sous la mer, alors qu'un sous-marin, vous ne voyez pas. Et surtout, vous sortez de votre maison sous-marine autant de fois que vous voulez pour vous promener autour de cette maison sous-marine ou travailler autour de cette maison sous-marine. Mais vous y voyez, vous, vivre à l'année sur l'océan, Jacques Rougerie, vous pensez qu'un jour l'humanité ira 3 mois. Je pense qu'à une certaine époque, j'aurais pu faire 6 mois et même on envisageait de faire 1 an sous la mer à l'époque de Galatée, à l'époque d'Hippocampe, quand on a construit avec la Comex Hippocampe. Alors c'est donc un peu la synthèse. J'avais fait aussi un bateau qui s'appelle l'Aquaspace, qui est un trimaran de 22 mètres de long, avec la coque centrale transparente, où j'ai parcouru les mers du monde. J'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique à bec, et c'est ce qui m'a donné cette idée entre une maison sous-marine permanente sous la mer et ce bateau à coque transparente, de faire ce vaisseau d'exploration d'une nouvelle génération, c'est-à-dire c'est à la verticale, tel un hippocampe, on retrouve la bio-inspiration, où un équipage de 18 personnes pourra vivre en permanence sous la mer, parce que en saturation. Tel un iceberg, il a la forme d'un hippocampe, c'est exactement ça. Émergé, et le reste est sous Pour des questions de stabilité, vous avez à moins de 12 mètres une base vie, c'est un peu la station ISS de l'espace, c'est une station internationale qui accueillera donc ces 18 personnes et qui pourront vivre sur de très longues durées, mais surtout observer en continuité et écouter, parce qu'il faut écouter sous la mer. Maud, elle le sait très bien quand on entend les baleines qui sont au loin ou les dauphins. Donc, et surtout c'est une sorte de ruche qui envoie des abeilles, qui peuvent être des hommes
ou des engins, des robots, pour aller butiner la connaissance des océans et remonter dans cette ruche pour la transmettre dans les universités, au niveau de l'éducation, au niveau des centres de recherche et au niveau des musées de la mer, comme Oceanopolis ou Nausicaa à Brest. Mais il faut aller plus loin. Il faut amener le grand public à observer ce monde sous-marin. Parce que tout le monde ne peut pas plonger. Il y a encore un contentieux entre la mer, les marins. Maud, elle le sait très bien, à travers les siècles, les marins qui ont parcouru les mers du monde de continent en continent, quand ils tombaient à la mer, c'était le drame. Vous savez ce que c'était la mort. Maintenant, c'est l'inverse. Les jeunes ont ce côté de sensualité, de sensuel par rapport à la mer, quelle que soit l'époque de l'année, même s'il y a une tempête, ils font du surf, du windsurf, on plonge maintenant. Donc ça a changé le regard et la philosophie par rapport à la mer. Et donc il faut mettre des yeux au bateau. Et ça, c'est la grande idée, comme disait Maud. C'est comme le Ponant. Ça a été les premiers à offrir au grand public la possibilité de traverser l'Atlantique ou d'être le long des côtes et d'observer sous la mer grâce à Blue Eye, donc, qui est le salon sous-marin du Ponant. Alors, les Grecs anciens pensaient que les dauphins, c'était des marins qui s'étaient noyés. J'ai toujours trouvé cette légende fascinante. Maud Fontenoy, mais alors, vous avez dit tout à l'heure, très justement, il faut, quelque part, l'égoïsme naturel des hommes fera que s'ils trouvent utilité dans l'exploitation des océans autrement que pour la pêche, ce sera un moyen de les protéger, parce qu'on aura intérêt à ce que l'océan aille bien. Est-ce qu'à terme, vous voyez, vous avez entendu Jacques Rougerie à l'instant, l'humanité essaimer ailleurs que sur les plateaux continentaux, essaimer en mer? Est-ce que la vie sur mer, c'est faisable? Est-ce que c'est souhaitable d'après vous? Non, mais je pense que c'est naturellement l'avenir. C'est naturellement l'avenir. Vous pensez que c'est l'avenir? Honnêtement, aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que quand tu prends un peu de champ et que tu dézoomes un peu le système et que tu penses à Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu vois d'abord? Une petite bille bleue très fragile qui flotte comme ça dans l'espace. On est d'abord recouvert d'eau. Enfin, c'est d'abord les 3/4 du globe sont de l'eau. La vie, vous parliez du dauphin, la vie est née dans la profondeur des océans. Enfin, chacun d'entre nous, la première particule de vie, elle naît dans la profondeur au niveau des sources d'eau chaude, des sources hydrothermales. Le dauphin est un animal qui a été marin, qui a été ensuite un animal terrestre. On remarque dans ses nageoires des traces de phalanges. Et ensuite, à l'image de l'homme, il retourne à la mer pour y assurer sa survie. Donc je pense qu'aujourd'hui, les hommes retournent à la mer pour y assurer leur survie, parce qu'aujourd'hui, on a conscience qu'on connaît pas grand-chose du milieu marin, il faut quand même le dire, Jacques, parce qu'on connaît entre 3 et 5% de tout ce qui existe dans la mer, qu'on connaît mieux la surface de la Lune que la profondeur des océans. On a quand même dans la fosse des Mariannes, dans le Pacifique, 11 000 mètres de profondeur, 11 km de profondeur. Tout ça, on ignore absolument tout. Donc, heureusement qu'il y a des visionnaires, des explorateurs comme Jacques pour aller, explorer, partir, découvrir, connaître. Et c'est pour ça que moi, ma fondation, elle se base sur l'éducation, parce que pour moi, ça passera par cette jeune génération. Hier, on était à l'aquarium du Trocadéro, on avait des enfants, on avait 400 enfants maternels, primaires, collège, lycée, qui étaient fascinés, passionnés. On relance aujourd'hui avec le partenariat du ministère de l'Éducation nationale et du Ponant notamment, parce qu'on a besoin de tout le monde, on relance les classes de mer en France. Vous savez qu'il y a 3 millions d'enfants qui ne partent jamais à la mer, qui ne partent jamais en vacances. Là, dans la salle, enfin quand même, moi ça me donne des frissons en te le racontant. Dans la salle, Jacques, 400 enfants. J'étais avec Franck Dubosc qui dit aux enfants, avec la petite voix de Nemo, alors qui est-ce qui a jamais vu la mer? T'as encore des enfants qui lèvent le doigt. Un quart de la salle qui lève le doigt. Donc là, on relance les classes de mer en France à destination des zones d'éducation prioritaire. C'est une révolution pour la France. Il faut emmener ces jeunes découvrir le milieu marin. On est la 2e puissance maritime mondiale. Faut-il le rappeler, vous avez raison. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur Europe 1. Maud Fontenoy, Jacques Rougerie, c'était passionnant. Merci vraiment de nous avoir fait partager votre passion océanique.